Bonjour. Alors, comme l'indique la première diapo du slide, c'est encore en phase de test. C'est une conf qui a un peu trop de texte d'ailleurs à l'écran. Parce que c'est mieux dans une conférence d'avoir quelqu'un qui parle. J'en ai mis un peu trop parce que quand on écrit une conférence comme ça sans l'avoir jamais expérimenté, on a tendance à mettre trop de texte pour pouvoir se rappeler de ce qu'il faut dire. Mais au bout d'un certain moment, quand on répète plusieurs fois la conf d'affilée, on n'a plus vraiment besoin du texte. Alors, je ne sais pas si vous me connaissez ou si je dois me présenter très rapidement. Oui, je me présente très rapidement, d'accord. Très rapidement, parce que mon CV il est très long. Je suis un autodidacte du jeu vidéo. J'ai commencé à 17 ans à travailler dans le jeu vidéo. Je n'avais pas passé mon bac encore. J'ai fait de la démoscène, du développement de jeux, du journalisme. J'ai bossé chez Tilt et chez Console Plus. Voilà, donc des vieux magazines pour ceux qui connaissent. Et je suis membre de l'asso emo5.com qui s'occupe de la préservation du jeu vidéo et qui fait du lobbying dans le bon sens du terme, puisque on essaye de pousser le gouvernement et le ministère de la Culture à ouvrir un vrai musée national et pas un musée privé. C'est un musée national, c'est avoir une collection qui appartient au pays et qui est donc léguée aux futures générations. Et aujourd'hui, je fais du consulting, je fais des cours d'histoire et de culture du jeu vidéo. Voilà, et puis j'écris un livre, des fois je fais des émissions comme par exemple Very Hard pour No Life, si certains connaissent. Voilà, donc bon, je fais pas mal de choses et à fond dans le jeu vidéo, j'ai la chance de vivre de ma passion. Voilà, ce qui est pas forcément tout le temps évident. Et donc aujourd'hui, j'ai fait une conf comme à mon habitude qui parle d'histoire du jeu vidéo, mais avec un prisme un peu spécial, c'est-à-dire le prisme du jeu vidéo indépendant. Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient? Aujourd'hui, le jeu vidéo indépendant, c'est simple, hein, c'est en partie représenté par Steam. Le jeu vidéo indépendant, oui, non mais c'est vrai, c'est le point névralgique. Après, quand on est un peu connaisseur, on connaît des sites comme Desura ou Itch.io, où beaucoup de développeurs indépendants vont mettre leur bêta de jeu, ceux qui sont anti-Steam aussi. Il faut savoir que, en fait, le jeu vidéo indépendant aujourd'hui, c'est quelque chose qui a commencé vers 2004 à peu près, avec un jeu japonais qui s'appelle Cave Story. Voilà. Si je me rappelle bien, Dobutsu Monogatari, je crois, en titre japonais. À l'époque, les gens qui développaient du jeu indé, parce qu'il faut savoir que le jeu indé, ça existe dès les débuts du jeu vidéo, et ça n'a jamais cessé. Le problème, c'est qu'à l'époque, on avait Internet. Les joueurs qui aimaient les types de gameplay old school, ils jouaient essentiellement au rétro gaming. Ils découvraient par exemple l'émulation, où ils commençaient à racheter des vieilles consoles. Et on avait beaucoup de développeurs indés qui en fait faisaient des jeux à old school dans le gameplay, mais qui les mettaient juste sur leur site. Et le problème, c'est qu'on ne pouvait pas savoir quand un site popait avec un jeu intéressant. Et c'est pour ça que ça a vraiment explosé quand Steam en fait a vu ça. Les gens chez Steam, qui sont des fans de jeux vidéo, quand on est développeur, vaut mieux l'être d'ailleurs, ils regardaient les jeux popper sur des sites avec des gens qui faisaient du jeu indé. Ils se sont dit, mais il n'y a pas d'annuaire, il n'y a pas d'endroit pour savoir tout ce qui apparaît. Et ils se sont dit, bah voilà, on va faire un site où les gens pourront les développeurs pourront uploader leur jeu et tout sera référencé au même endroit. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus milliardaires. Avec cette bonne idée, hein, toute con, hein, de venir en fait combler une faille d'un besoin que les gens avaient et que personne n'avait comblé. Donc voilà, on va commencer. Alors voilà, le jeu vidéo indépendant, surtout des auteurs, voilà, Qu'est-ce que c'est les auteurs? C'est en fait, pour moi, c'est les membres de l'équipe de développement, voilà, qui sont vraiment la core team, ceux qui font les choix créatifs dans le jeu. Ce qui est opposé à un exécutant, un simple exécutant, qui est un graphiste à qui vous allez demander une texture, il n'est pas auteur pour moi.
Voilà. Après, il y a le problème de la pression. Voilà, créative. Un auteur indépendant, c'est un auteur en fait où il a le moins de pression possible. Il n'y a pas un chef qui va lui dire tiens, non, mais il faudrait du rouge plutôt que du bleu parce que le bleu ça pixelise trop. Il aura aussi, dans la plupart des cas, une pression moins. Il s'arrangera pour avoir une pression en fait financière moins forte. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'indés qui essaient d'être pros. C'est-à-dire qu'ils vont demander un prêt à la banque, ils vont créer un studio. Mais l'auteur indépendant de base, c'est quelqu'un qui essaye de s'affranchir le plus possible de ce qui peut impacter comme données externes l'œuvre qu'il a envie de créer. Voilà, il arrive néanmoins que des sociétés arrivent à se dire, bon, la personne, on a confiance en lui, on va lui laisser faire, on va lui donner un budget, on va voir ce que ça donne. À l'époque, les travailleurs, les auteurs indépendants, à l'époque des 8-16 bits, il y a ce terme anglo-saxon qui vient de l'Angleterre. L'Angleterre qui a une culture du jeu vidéo très forte. On les appelait les bedroom developers, c'est-à-dire les gens qui développaient des jeux, c'est eux dans leur chambre. Il faut savoir qu'au niveau culture du jeu vidéo, il y a quand même des points très importants. Et il y a l'Europe, il y a le Japon, les États-Unis. C'est les trois régions du monde où le jeu vidéo apparaît, avec des cultures différentes. Mais au sein même de l'Europe, les trois pays les plus importants dans le jeu vidéo, c'est la France, l'Allemagne et l'Angleterre. Et l'Angleterre, les Allemands étaient beaucoup plus techniques. Les Français, c'était plutôt un mix. Et les Anglais ont été beaucoup sur le message dans les premiers jeux vidéo. Donc il y a une culture en fait du jeu vidéo indépendant et surtout la culture du jeu d'auteur, du jeu qui veut délivrer un message très forte en Angleterre. Et ça a été détruit un peu à l'époque des 16 bits avec l'arrivée des consoles où il a fallu structurer l'industrie. Beaucoup de programmeurs sont partis aux États-Unis. C'est aussi le cas de la France, dont le gouvernement n'a pas aidé au développement du jeu vidéo. Et donc cette culture s'est appauvrie. Et elle est revenue avec le temps, mais affaiblie en Angleterre en tout cas. Alors, le jeu vidéo expérimental, période 47-71, on ne peut pas parler d'auteurs, c'est des gens qui expérimentent. C'est-à-dire qu'ils ont cette idée d'utiliser une technologie émergente, qui est la technologie électronique, qui va permettre l'apparition de l'informatique. Ils essayent de la détourner, de la hacker pour faire du jeu vidéo. Alors pour plusieurs raisons, parce que des fois c'est juste pour l'expérimentation, mais des fois c'est juste pour faire quelque chose de fun, parce qu'il y a beaucoup de laboratoires, par exemple, qui développaient et qui faisaient des journées portes ouvertes, et ils disaient, mais si les gens ils passent nous voir, ils vont rien comprendre à nos travaux, sans le background. Et la bonne idée, c'était de faire des jeux avec ces machines, pour que le public ait quelque chose à faire de sympathique. Ce qui est important aussi, c'est l'arrivée des mini-ordinateurs dans les universités, avec les premiers jeux vidéo modernes, c'est-à-dire basés sur du software, parce qu'il y a beaucoup de jeux vidéo à la base, comme Cathode Ray Tube Amusement Device ou Tennis for Two, qui étaient des jeux programmés en hard, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de code dedans. C'était en fait, on codait en soudant des transistors avec des fonctions à d'autres transistors. C'est comme ça que, par exemple, un ensemble de circuits intégrés produit Pong. Mais Pong, il n'y a pas de code software dedans. Et ça va arriver surtout avec les ordinateurs universitaires. Et beaucoup de genres vont être créés en université de 61, enfin l'arrivée du PDP-1, mais Space War c'est 62 véritablement, c'est avril 62 où il est fini. Et on va avoir toute une génération de jeux universitaires qui sont très peu connus dans l'histoire du jeu vidéo, on en parle très peu. Il y a eu des centaines
de jeux, et dont des centaines ont été perdus, mais certains ont pu réussir à survivre, et qui témoignent de beaucoup d'avancées dans le gameplay. Sauf que toutes ces avancées dans le gameplay, comme ça a été emprisonné dans l'université, c'est jamais arrivé chez le public. Enfin, plus précisément, c'est arrivé avec 20 ans de retard. Le système de message dans Dark Souls, ça existait déjà dans les premiers RPG, les premiers roguelikes universitaires. Le système de sauvegarde de la partie, ça a été inventé en université. Les mondes persistants, ça a été inventé dans les jeux universitaires. Pourquoi ? Parce que les universitaires étaient férus de technologie, étaient férus de simulation et surtout étaient férus d'un nouveau type de jeu qui est arrivé à cette époque-là, précisément en 1974, ce qui est le jeu de rôle sur table qui a débuté avec Donjons et Dragons. En 1971, on a le début de la période commerciale du jeu vidéo. L'idée des étudiants de Stanford qui ont voulu sortir Galaxy, qui est à gauche, et Nolan Bushnell et Ted Dabney avec Pong, c'est de prendre le jeu vidéo universitaire et de le rendre accessible au public. Alors, ceux de gauche vont se planter parce qu'ils prennent un ordinateur, un PDP-11, et la borne coûte beaucoup trop cher, donc au niveau business, il faut l'exploitant qui achète une borne Galaxy, il lui faut peut-être 1 an avant de rembourser sa borne. Donc les exploitants ne sont pas très chauds. Alors que Pong est fabriqué avec une technologie beaucoup moins onéreuse qu'un ordinateur, la technologie de la programmation hardware. Alors, les jeux électromécaniques, en fait, ils vont servir de base à l'arrivée des jeux vidéo. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on a un écosystème avec les jeux électromécaniques qui ont déjà un système de monétisation. C'est le prix d'une partie, c'est 25 cents, $0,25. Il y a déjà les fêtes foraines où il y a des jeux électromécaniques. Il y a des salles de jeux. Il y a des tavernes, des bars où il y a une grande salle de jeu où il y a des billards, des flippers, des jeux électromécaniques. Il y a un genre de lieu qui commence à apparaître après la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, qui sont les centres commerciaux, les malls. Et les jeux d'arcade, en fait, ils prennent leur nom, jeu d'arcade, vient de ces centres commerciaux. C'est-à-dire que l'arcade, en fait, c'est un lieu, c'est les artères, en fait, qui permettent de naviguer entre les immeubles dans les centres commerciaux et on passe sous des arcades. Et après avoir envahi les fêtes foraines, les salles de jeux et les bars, les exploitants de jeux électromécaniques, ils vont demander aux propriétaires des malls, des centres commerciaux, est-ce que c'est possible de placer des bornes de jeux contre les murs sur le chemin qui passe sous les arcades. Et c'est comme ça que le terme en fait a désigné peu à peu les jeux qu'on mettait sous les arcades, qui au départ étaient des jeux électromécaniques et qui vont devenir des jeux vidéo par la suite. Puis en 1972, on a la première console, l'Odyssée de Magnavox, qui est aussi une console sans microprocesseur, sans RAM. Voilà, c'est que de la programmation hardware, c'est des transistors TTL dedans. Pour l'anecdote, les cartouches apparaissent, et si vous cherchez un peu le prototype de cette console-là, vous voyez qu'elle n'a pas de cartouche, le prototype, qui a 16 boutons qui permettent de sélectionner 16 jeux. Et en fait, c'est la première idée marketing dans le monde du jeu vidéo, c'est que le marketing de Magnavox se dit « Ah non, mais c'est trop sympa de donner une console avec 16 jeux. » Et donc, on va créer les cartouches. Et les cartouches, en fait, sur l'Odyssée, c'est des sortes de clés qui permettent de sélectionner les jeux au lieu d'avoir un bouton qui aurait permis de sélectionner les jeux à l'intérieur directement. Donc, ça a une double utilisation. C'est un peu comme les DLC Capcom qui sont déjà sur les DVD, les Blu-ray, et puis on achète la clé et ça le débloque. Mais en fait, ça a été inventé en 1972 par les marketeurs de Magnavox. Alors, il y a aussi une double utilité. C'est que
ça permet de vendre un peu plus de jeux. Voilà. Et ça permet d'avoir dans les linéaires, dans les magasins, que la console plus les jeux plus les accessoires prennent plus de place. Donc ils sont plus voyants, donc ils se vendent plus. Alors, le marché de l'arcade, il est lancé par Atari. Mais le problème pour faire du jeu d'arcade, c'est qu'à cette époque-là, il faut travailler chez Atari ou chez un concurrent ou créer sa propre boîte et connaître la technologie. On ne peut pas aller voir Atari et leur dire « j'ai envie de développer pour vous sur vos cartes d'arcade ». Et les fabricants sont dépendants des distributeurs. Souvent, ils ne peuvent pas distribuer eux-mêmes. Donc il y a l'explosion de l'arcade aussi au Japon par la suite, hein, avec l'ancêtre des salles d'arcade, les Invader House. On pourrait aussi parler des débuts de l'e-sport, puisque avec l'arrivée de Space Invaders, les bornes vont sauvegarder les scores. Puisqu'avant, ce qui se passait, c'est qu'à la fin de la journée, les scores étaient effacés. On éteignait le courant et voilà. Et avec la sauvegarde des scores va arriver la compétition à haut niveau, la compétition mondiale. Voilà, les gens vont noter les scores pour savoir, pour se comparer, pour se mesurer en fait aux meilleurs joueurs. Alors le marché de l'arcade, de par sa composition présent dans les centres commerciaux, dans les fêtes foraines, dans les bars, c'est ça véritablement qui va montrer aux gens ce que c'est le jeu vidéo. L'Odyssée, c'est pas bien vendu parce que Magnavox, ils se sont vraiment beaucoup ratés. Par exemple, ils n'ont pas expliqué aux gens que c'était un nouveau média. Ils ont dit c'est un jeu de société qui utilise la télé. Et ils n'ont pas expliqué aux gens, alors c'est tout bête, hein, ça nous paraît vraiment tout con aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, les gens ne comprenaient pas qu'une télé, on pouvait brancher quelque chose dessus. Et la plupart des gens qui ont vu les publicités de l'Odyssée Magnavox, ils se sont dit on n'a pas de télé Magnavox, donc on ne peut pas faire marcher la console. Donc il n'y a pas eu en fait, un effort pédagogique auprès du public pour leur expliquer ce que c'était une console. Puisque la console est quand même le premier appareil au monde à se brancher sur un écran, avant les magnétoscopes. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, il se plante Magnavox avec... et ce qui va permettre vraiment aux jeux vidéo de se faire connaître du grand public, c'est le jeu d'arcade, qui va être une vraie vitrine. Voilà. Alors par contre, pour faire du jeu vidéo d'arcade, il faut avoir des gens bons, hein, quand même. C'est-à-dire des gens qui sont capables à la fois... Non, on ne parle pas de charcuterie, hein, c'est... à la fois de faire du hard et du soft et de... faire évoluer la technologie, parce qu'à cette époque-là, la technologie qui vient d'être lancée, elle va évoluer très très vite. Au début des années 70, on va avoir les microprocesseurs qui arrivent. Ça va déjà être une technologie différente que l'Odyssée ou les premiers Pong. Et après le crack de 83-84, voilà, il y a 2/3 du marché d'arcade qui meurt. On passe de 1 milliard de dollars environ à 320 millions de dollars sur le marché américain. Donc il y a vraiment une grosse coupe, alors que le marché console sera lui complètement éliminé d'Amérique du Nord pendant au moins 3 ans. Alors dans les machines importantes, voilà, il y a l'Atari 2600, qui est pas la première, puisqu'il y a eu la Channel F avant, console programmable, c'est-à-dire que voilà, contrairement à l'Odyssée, on a une cartouche avec un programme dedans. Et le software, c'est beaucoup plus malléable que le hard, c'est-à-dire que au lieu de faire des soudures pour faire des jeux, on va coder et on va utiliser les capacités de la machine pour faire des jeux très différents. Au début, Atari, ils calent leur machine pour faire du Pong. Et ils se disent, la machine va avoir peut-être 30, 35 jeux, et puis après on va passer à autre chose. Parce que ça va tellement vite. Et il n'y avait pas encore ce concept de plateforme de jeux vidéo. Et surtout, fin des années 70, on n'avait pas compris quelque chose que tout le monde sait aujourd'hui et qui paraît tellement logique, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui fait vendre une console? C'est des bons jeux. Alors qu'à l'époque, ils étaient persuadés qu'en fait, ce qui faisait vendre une console, c'est la technologie. Et c'est pour ça qu'ils se préparaient à sortir une console tous les 2 ans. Et chez Atari, il y a un événement très important pour le jeu vidéo indépendant.
c'est que si sur micro, les premiers micro-ordinateurs comme l'Apple II et compagnie, on va pouvoir faire nos propres jeux. À cette époque-là, Atari, qui a quand même le gros monopole du marché, on ne peut pas appeler Atari et leur dire comme aujourd'hui, je voudrais un dev kit, je voudrais faire un jeu sur Atari 2600. Le seul moyen, c'est de bosser chez Atari. Mais qu'est-ce qui se passe chez Atari? Atari va être vendu à la Warner. Et la Warner, ils vont faire un peu n'importe quoi avec Atari. Ce qui se passe, c'est que la Warner considérait le marché du jeu vidéo pas comme un vrai média. Eux, ce qu'ils voulaient faire, en fait, c'est que le jeu vidéo devienne un produit dérivé. Un produit dérivé du cinéma et de la télé. En fait, ils voulaient acheter Atari pour qu'Atari ne produise que des adaptations de films et de séries. Voilà. Que ça devienne un produit dérivé, un gadget, pas un média qui est capable de créer par lui-même quelque chose. Et ils virent Nolan Bushnell en lui donnant quelques millions, mais vraiment pas beaucoup. Malheureusement, il s'est bien fait arnaquer sur le coup parce qu'Atari, c'était quand même une boîte qui avait un avenir. C'est vrai quand on parle d'histoire du jeu vidéo, souvent on parle beaucoup de Nintendo, mais Atari, c'est en 10 ans d'histoire, Atari résume pratiquement toute l'histoire du jeu vidéo. Hein. Cette boîte-là, il y a tout qui lui arrive. Et c'est la boîte d'ailleurs qui a encore aujourd'hui dans le monde le record le plus grand au niveau de vitesse de développement. C'est-à-dire qu'ils sont 4 au début de l'année 73, ils seront 13 600 en 83, 10 ans après. C'est l'histoire d'Atari, c'est un truc de fou. Hein. Il y a un très bon livre qui est sorti en anglais dessus avec 900 pages des archives d'Atari et c'est quand même incroyable. Ils ont fait de la R&D sur des choses. Pour vous donner juste un petit exemple, ils avaient un casque déjà à l'époque en R&D qui était censé contrôler le jeu par les ondes du cerveau. Ah, ils étaient allés très très loin hein, à l'époque. Et ce qui se passe, c'est que la Warner va mettre un patron qu'on voit à gauche qui s'appelle Raymond Cassar, qui vient du monde du textile pour diriger Atari. Et la culture Atari, c'était la culture américaine, hippie. Steve Jobs a été le 40e employé d'Atari, par exemple. Faut pas l'oublier. Et les 100 premiers employés d'Atari qui ont fait toutes les bornes Pong et tout ça, c'est des hippies. Nolan Bushnell, c'était un patron qui était super cool. Il faisait construire des piscines pour ses employés. On avait le droit de fumer des pétards pendant le boulot. Il offrait la pizza le soir et la bière. Enfin voilà, c'était une culture mais très californienne. Et quand la Warner rachète Atari, c'est on vire tous les hippies, vous mettez tous des costards, vous avez une carte pour rentrer dans votre zone de l'immeuble. Ça devient complètement facho, quoi. C'est l'inverse, d'un coup. Et d'ailleurs, Cassar, il est tellement détesté de ses employés que les employés piratent sa carte pour l'empêcher de rentrer chez Atari. Vous voyez jusqu'à quel point le conflit va dégénérer. Et là où vraiment le point culminant qui est sympa, c'est quand David Crane, en fait, via une secrétaire, arrive à récupérer en fait le bilan comptable d'Atari. Et il regarde. Parce qu'il faut savoir que les gens chez Atari font les jeux tout seuls. C'est une personne qui fait le design, la programmation, le graphisme et le son. Donc c'est véritablement des auteurs. On ne peut pas faire plus auteur que les gens chez Atari à l'époque. Et ces gens-là, c'est des simples employés. Ils n'ont pas de prime, ils n'ont pas le droit d'avoir leur nom sur leur jeu. C'est incroyable. Et lui, quand il récupère le bilan comptable, il se dit, mais waouh, mon premier jeu a généré 10 millions de bénéfices. Mon dernier, il a fait 40 millions. Et il discute avec ses collègues et il se dit, mais c'est pas possible. Il demande un rendez-vous avec le boss et il pose 2 conditions. Voilà. Il faudrait nos noms sur les jeux, quand même, parce que si un jour on quitte Atari, il faut bien prouver qu'on est bossé sérieux, que c'est quand même indispensable. Et on voudrait... À chaque fois que notre jeu fait un bon score, c'est-à-dire, bon, il avait dit à l'époque, je crois, dès qu'on dépasse 10 millions de dollars pour la boîte, ce serait bien d'avoir des primes. Et non, quoi. Cassar lui dit, non, mais de toute façon, si vous n'êtes pas content, je vous vire. Et alors, c'est assez incroyable, parce que ça veut dire
avec cette réaction que lui, il ne comprenait pas la valeur des gens qui étaient chez Atari. C'est-à-dire que pour lui, c'était des simples employés. Il aurait pu donner des jeux à programmer à d'autres personnes sans problème. Pour lui, c'était ça dans sa tête. Je pense que la Warner aurait jamais dû mettre un simple gestionnaire à la tête d'Atari. Quand on est dans une société qui bosse dans un domaine innovant, qui est en pleine évolution, il faut des visionnaires. Il faut des gens à la fois qui connaissent la technologie, qui comprennent un peu le public qui est en face et qui comprennent les employés. Et Apple, par exemple, on a beau critiquer Steve Jobs, mais Apple, ils ont failli couler. Si vous vous rappelez bien, historiquement, ils ont rappelé Steve Jobs et c'est lui qui a sauvé Apple, parce qu'aujourd'hui, il n'y aurait plus d'Apple sans lui. Parce qu'ils étaient... Toutes les boîtes qui avaient innové comme Atari, comme Apple, avaient été gangrénées par les financiers, par les gens qui n'avaient aucune vision, par des gestionnaires qui se disaient le produit il est fini, on va le vendre pendant 10 ans et se faire de l'argent dessus. Mais vous le savez très bien, l'informatique et les jeux vidéo, c'est en pleine évolution. Et ça n'allait pas s'arrêter au début des années 80, puisque c'est encore en évolution de nos jours. Et donc David Crane, bon, il va quitter Atari avec 3 de ses collègues. Ouais, ça c'est ce que je vous ai expliqué. Et ce qui se passe, c'est que donc il va créer une boîte qui s'appelle Activision. David Crane, voilà. Et il va sortir un jeu. En fait, ses 3 collègues, lui, c'est une boîte d'auteurs Activision à la base. Ils sortent un jeu, donc sur 2600. Sous le nom Activision. Et Atari, là, en fait, qu'est-ce qui pop dans le cerveau de Raymond Casar et ses assistants, les autres directeurs, c'est David s'est barré d'Atari en prenant un kit de développement. Et donc, c'est du vol, donc on l'attaque en justice. Et donc, c'est la ligne d'attaque, en fait, des avocats d'Atari, c'est vol de propriété intellectuelle. Ils ont volé le kit de développement et la doc, donc c'est des voleurs, donc on va les faire fermer. Et ce qui se passe, c'est qu'en plein procès, il y a David Crane qui apporte son kit de développement qu'il a fait, qu'on voit là à gauche, à base d'un terminal et d'une Atari 2600 démontée, qu'il a relié au terminal et il a rajouté de la RAM pour pouvoir débugger. Et donc, il montre au juge en fait son kit de développement et non pas celui d'Atari. Et il fait, mais non, j'ai rien volé à Atari, je me le suis fait moi-même. Et donc, oui, le juge, évidemment, il dit, oui, on a la preuve là, oui, il n'a rien volé, quoi, il l'a fait lui-même. Et là, Atari, il se retrouve un peu comme des cons, parce que là, ils n'ont pas prévu quelque chose comme ça. Ce qui prouve que les gens qui étaient à la tête d'Atari ne comprenaient rien à la technologie. Pour eux, c'était limite quelque chose de magique et en dehors d'Atari, c'était pas possible de le faire. Et en plus, le juge, il en rajoute une couche. Il dit, mais votre machine, là, si on met un programme dans une EPROM et qu'on met la cartouche sur la console, ça marche ? Bah oui, ça marche. Donc ça veut dire que vous n'avez pas du tout protégé, que n'importe qui peut faire un programme dessus et le vendre ? Bah ouais. Donc votre machine, elle est ouverte. Donc il n'y a pas besoin de licence pour développer dessus. Et là, Atari se retrouve comme des cons. Bah oui. Et donc, ce procès-là, il est super important dans l'histoire du jeu vidéo parce qu'il fait jurisprudence. C'est qu'à partir de ce procès-là, on peut créer une boîte et sortir des jeux sur Atari 2600 sans être inquiété. Complètement légalement. Et donc, à partir de ce procès-là, il y a 30... Je crois que c'est allé jusqu'à 32 ou 33 boîtes, studios qui vont faire du jeu sur 2600 sans verser un centime à Atari. Et alors, avec Activision, il y a un problème, c'est Activision, je l'ai écrit trop vite, et il y a une faute. Mais elle sera corrigée dans la version finale. Et la politique d'Activision, elle est complètement inverse à celle d'Atari. C'est qu'ils vont mettre les auteurs en avant. Et c'est le terme game designer, d'ailleurs, va se populariser à partir de cette époque-là. C'est-à-dire que... Voilà, on dit c'est non pas le programmeur du jeu, c'est le designer, c'est celui qui a tout conçu, de A à Z.
Et on va avoir des pubs avec le nom des auteurs. Ils vont avoir le droit d'avoir leur nom sur la doc du jeu. Enfin, ils vont même avoir des vidéos en les présentant en train de travailler sur les jeux Atari 2600. Enfin voilà, c'est complètement l'inverse d'Atari. Ah. On a une vidéo. Je pensais qu'elle allait pas se lancer, mais c'est une pub d'époque d'Activision. Alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu parce que le son était très bas, mais à la fin de la vidéo, la vidéo parle de l'auteur. Il donne le nom de l'auteur et pas juste le nom de la boîte. Voilà, donc David Crane et ses collègues sont très contents d'être partis d'Atari. Et d'ailleurs, ils vont avoir des demandes d'autres studios pour avoir récupéré l'équipe de développement qu'ont fait Activision pour pouvoir développer sur Atari 2600. Donc voilà, la VCS 2600 devient une machine ouverte. Voilà, donc on fait soi-même son kit, ou on le demande à David. Voilà, alors l'effet collatéral dont je parle en bas, c'est que à cause de ça, d'autres consoles qui vont sortir par la suite, comme la Coleco, ils vont comprendre que c'est pas si con qu'il y ait des éditeurs, des studios indépendants, ce qu'on appelle les third party après, qui développent parce que ça enrichit le catalogue. Au lieu de tout faire soi-même, ce qui demande beaucoup de main-d'œuvre. Et donc, c'est une idée qui va faire son chemin dans le monde des consoles, et il faut dire c'est peut-être une solution. Voilà. Oui. Oui, non mais les patrons d'Atari qui avaient été mis en place par la Warner, ils étaient complètement dans l'espace. À l'époque, il y a George Lucas qui va voir Atari. Je ne sais pas s'il était avec Steven Spielberg ou pas, parce que Steven Spielberg, il avait déjeuné avec un des patrons de la Warner. Mais George Lucas, il est allé voir Atari, je crois en 81, et il leur a dit les jeux vidéo, finalement, c'est pas mal. Ça vous dit que moi, je crée des concepts de jeux et que vous les éditiez? Et Atari, ils ont dit ah bah non. Bah alors, George Lucas, il a fait bah c'est pas grave, je vais créer mon propre studio. Alors, on va passer du côté micro-informatique, qui sont donc les ordinateurs qui... 77 est très important parce que c'est la sortie de la 2600, mais c'est la sortie aussi de ce qu'appellent les journalistes américains la Sainte Trinité. C'est-à-dire ces trois ordinateurs-là qui vont être très importants pour les Américains, l'Apple II, le Commodore PET et le TRS-80. Alors, à votre avis, quel est le plus important dans le jeu vidéo des trois? Oui, l'Apple II, tout à fait. Pourquoi? Pour deux raisons, moi je dirais. La principale, c'est qu'il est capable d'afficher des pixels. Alors que les deux autres, en fait, ils affichent des caractères. Donc il faut faire des jeux avec des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux. Enfin, c'est pas très fun au niveau graphique. Il y en a qui arrivent assez bien. Mais c'est quand même plus sympa sur l'Apple II. Steve Wozniak, qui a conçu l'Apple II, il avait travaillé un tout petit peu, c'était un peu une arnaque, je ne vais pas détailler ce qui s'est passé, mais il a travaillé un peu pour Atari grâce à Steve Jobs, sans vraiment le dire, sur Breakout. Et il s'était intéressé un peu à ce qu'afficher de l'image sur un ordinateur. Et il s'est dit, même si l'Apple II n'est pas un ordinateur conçu pour vraiment faire du jeu, il manque de frame buffer par exemple, il s'est dit, mais les pixels c'est important.
Parce que si on veut faire de l'image, c'est trop rigide en fait avec des caractères. Et c'est pour ça que par exemple on va avoir les premiers jeux d'aventure graphique sur Apple II et compagnie, parce que avec des pixels c'est plus sympa pour dessiner. L'autre chose aussi qui se voit à l'image, c'est que la première machine qui va vraiment populariser le lecteur de disquette, c'est l'Apple II. Parce que Steve Wozniak va émuler le contrôleur des lecteurs de disquette, qui est la pièce la plus onéreuse à l'époque, qui était fabriquée par Western Digital, qui avait le monopole, va l'émuler avec le CPU de l'Apple II. Ce qui fait que les lecteurs de disquette vont être très peu chers sur Apple II. Et donc, ça va être la classe de pouvoir se payer en fait, des lecteurs de disquette à des prix corrects. Ce qu'il faut savoir qu'un lecteur de disquette à l'époque, c'est c'est le prix d'une machine. C'est-à-dire que si vous achetez une machine à 1 000 $, le lecteur de disquette sera à 1 000 $. Donc la plupart du temps, on essaye d'avoir des lecteurs de cassettes qui sont effectivement beaucoup moins chers, mais qui ne sont pas adaptés à l'informatique. Parce que l'avantage d'un lecteur de disquette, c'est que vous dites d'aller à tel endroit récupérer un fichier, le lecteur de disquette va récupérer. Sur un lecteur de cassette, il faut laisser défiler toute la bande. Donc c'est pas très pratique. Oui, un peu plus fragile en plus. Ouais. Oh, oui. Tout à fait. Alors que le lecteur cassette, il suffisait d'avoir un ami dont les parents avaient une chaîne hi-fi, et hop, on mettait la cassette, on la copiait, on l'échangeait à la récré, voilà. Mais par contre, ceux qui avaient un Apple II avec des disquettes, ça faisait un peu la classe, quoi. Moi, j'ai un lecteur de disquette. Waouh, tu vois, tu disais, le mec, il doit être riche, en fait. 79, c'est une date super importante parce que de 77 à 79, c'est plutôt la période d'expérimentation. C'est-à-dire que des gens achètent des ordinateurs comme l'Apple II, des ordinateurs qui n'ont pas de programme. Aujourd'hui, on ne vend pas des ordinateurs, tout le monde sait qu'il y a des programmes quand ils vont acheter leur ordinateur. Déjà, quand on parle à quelqu'un d'un ordinateur qui ne se branche pas à Internet, voilà, on est fou pour eux. Donc, à l'époque, les early adopters, c'est des gens qui veulent créer. Donc, pendant 2 ans, en fait, ils apprennent à programmer, les gens. C'est surtout ça, ils se forment même. C'est pas des consommateurs. Et avec 4 kilooctets sur les premières machines, on ne peut pas faire des programmes très complexes. Et on parle beaucoup dans le monde du jeu vidéo et de l'informatique de la puissance de calcul. Mais je voudrais un peu rectifier cette vision des choses. Pour moi, ce qui est le plus important quand j'étudie vraiment l'histoire des programmes et l'histoire des jeux vidéo notamment, c'est la mémoire vive qui est la plus importante. À chaque fois qu'il y a eu de la baisse au niveau du prix de la mémoire vive, et donc augmentation de la mémoire vive, on a eu des programmes de plus en plus complexes et sympas. Et 79 est une date super importante parce que le prix de la RAM baisse d'à peu près divisé par 100. Donc on passe tout de suite de 4K à 48K. Hallucinant, hein. 48K, les programmeurs, ils sont là, mais putain, on va faire des trucs, mais incroyables. Et donc, c'est à cette époque-là que le jeu vidéo indépendant explose sur Apple II. On a des tas de gens qui vont créer des jeux et qui vont... au début, alors c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas l'idée de créer des boîtes. Et il y a quelque chose, en fait, dont on va peut-être reparler, mais je vous le dis maintenant comme ça rapidement parce que ça enchaîne bien, c'est que ces gens-là se retrouvent où? Dans des clubs informatiques. Il n'y a même pas encore de presse, mais surtout, ils se retrouvent dans les magasins d'informatique. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, les gens qui vont acheter tous leur matériel au même endroit, des fois, ils se rencontrent. Ou des fois, c'est le patron du magasin qui dit c'est quand même assez incroyable, j'ai vendu 100 machines depuis la sortie de l'Apple II, mais les gens, quand ils viennent me voir pour acheter des programmes, moi, j'en ai que 3 ou 4, les seuls qui existent, qui sont édités la plupart du temps par le constructeur de la machine. Et souvent, le client dit, mais moi, je développe. Moi, la machine, j'ai acheté pour développer. Moi, j'ai développé 8 programmes, moi, par exemple, depuis le début. Et là, le patron du magasin, il se dit,
business. Mais tes 8 programmes, tu veux pas que je les duplique et que je les vende aux autres clients? Et comme il a un public de programmeurs, de développeurs, bah en fait, à chaque fois, il va leur prendre, et c'est comme ça que les magasins vont en fait devenir les premiers éditeurs. C'est-à-dire qu'ils vont prendre les programmes de leurs clients et ils vont les revendre aux autres clients. Et d'ailleurs, on a dans l'histoire du jeu vidéo des exemples qui sont énormes. On a par exemple, si vous connaissez Hudson Soft, à la base, c'était un magasin. C'est devenu par la suite un éditeur de jeux vidéo et de développeur, mais aussi un développeur de hardware, puisqu'ils ont fait la PC Engine, les puces graphiques et le CPU de la PC Engine a été développé par Hudson Soft. Ils ont développé un ordinateur 16 bits à monter soi-même au Japon. Enfin voilà. Et tout ça parce qu'ils ont été un magasin qui a eu la bonne idée à l'époque de vendre les premiers ordinateurs. Logiciel en France, pour ceux qui connaissent l'histoire des studios français, pareil, c'était un magasin au départ, et après c'est devenu un éditeur de jeux. Alors, on a aussi des cas spéciaux dans l'histoire du jeu vidéo, comme l'Atari 400-800. On reparle du patron d'Atari, un Kazar, qui fait à ses employés qui étaient en train de développer la relève de la 2600, il leur fait « Mais vous avez vu, il y a Apple, ils ont sorti une machine, elles se vendent vachement bien, donc ça serait bien que votre console que vous développez là, que vous voulez sortir en 79, bah en fait non. Il ne faut pas sortir une console, il faut sortir un micro-ordinateur. » Et donc l'Atari 400 et 800, ça va être les premiers ordinateurs en fait qui vont sortir avec des capacités d'une console, c'est-à-dire avec du scrolling câblé, du scrolling en hard, des sprites en hard, un processeur sonore qui fait de la musique pour faire de la bonne chiptune pour les jeux. Enfin voilà, moi j'ai appelé ça les premiers PC gaming parce que ils sont adaptés aux jeux, contrairement à l'Apple II qui est un peu plus poussif. Alors le problème, et c'est pour ça que je maintiens cette théorie de la RAM. Le problème, c'est ces deux machines qui étaient très très bonnes, pratiquement aussi bonnes que le Commodore 64 qui sortira bien après. Le problème, c'est que l'Atari 400, il a 4 kg de RAM et le 800, il a 8 kg octets. À l'époque où la norme commence à devenir 48. Et c'est ça qui va vraiment plomber la Logitech de ces deux machines. Et puis après, il y a Commodore. Commodore, avec le Commodore PET, ils étaient complètement dans un marché professionnel. Et ils vont complètement switcher. Ils vont se dire, non, l'informatique, maintenant, il faut que ça soit grand public. Donc, ils vont sortir le VIC-20, qui va être le premier ordinateur au monde à moins de $300, avec un modem aussi à $300, avec des pubs grand public. Vous reconnaissez le Capitaine Kirk de Star Trek, donc pour toucher le grand public. J'ai mis aussi la cartouche d'extension de 16K, parce qu'il avait que 8K de RAM, et avec 16K, on avait des jeux bien meilleurs. Donc toujours ce problème de RAM à cette époque-là. Et après, le Commodore 64. Et le Commodore 64, c'est juste l'ordinateur le plus important après l'Apple II. Au moment où le marché de la console commence en fait à s'éteindre aux États-Unis, en fait, c'est le Commodore 64 qui va sauvegarder le jeu vidéo. Comme il n'y a plus de console, il n'y a que l'arcade, ça devient la seule machine où on peut développer des jeux d'action sympathiques. Et je ne sais pas si vous connaissez le Commodore 64, mais moi, personnellement, chez moi, j'ai beaucoup d'originaux, mais j'ai aussi un répertoire de ROM où j'ai 15 600 jeux, Commodore 64. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de combien de jeux ont été développés dessus. C'est une machine qui, pendant 10 ans, mais elle a cartonné, mais d'une force. Aux États-Unis ou en Europe du Nord, les gens, ils ne parlent pas beaucoup de NES. Ils parlent du Commodore 64. C'est une machine qui, à la fois, t'apprenait à programmer, à bidouiller, et qui avait des jeux mais extraordinaires pour l'époque. Alors pourquoi ? Parce que comme l'Atari 400 et 800, en fait, Commodore développait des puces pour le marché de l'arcade, mais personne ne voulait leur acheter. Et donc ils ont fait, on va en faire des ordinateurs. Et c'est ce qui a permis d'avoir des ordinateurs qui étaient capables de faire des super jeux 2D. Quand vous regardez un jeu, vous comparez l'Amstrad par exemple, si vous connaissez, qui a été très vendu en France, si vous comparez un jeu typique Amstrad et Commodore 64, le Commodore 64 en fluidité, il défonce tout. Les jeux sont pratiquement tous en 60 images secondes.
Oui, c'est vrai qu'en France, il était... en France, il était beaucoup trop cher. Commodore France, à l'époque, a fait n'importe quoi. Mais oui, mais oui. Les derniers stocks ont été d'ailleurs refilés à la Redoute, je crois. qui les ont bradés. Ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, le patron de Commodore France, c'est celui qui deviendra le patron de PlayStation France par la suite. Comme quoi, planter une boîte, hein, quand on est patron, en fait, ça n'a pas trop d'incidence. Alors, à cause de cette baisse d'influence de la console, on va avoir notamment en Europe donc vraiment une explosion de la micro-informatique et du développement du jeu vidéo indépendant. Et les premières boîtes vont commencer à apparaître. Ok, je vais aller vite. Donc voilà, notamment parce que contrairement aux consoles, c'est des machines ouvertes et qu'on commence à avoir de plus en plus de docks de développement. Donc voilà, en Europe, on va avoir aussi d'autres ordinateurs qui vont permettre aux développeurs de vraiment apprendre à faire des jeux. Voilà, donc les gens vont rester un peu plus enfermés avec les ordinateurs pour créer des programmes. Et c'est une culture qui est très nordique. Hein. On a des très bons programmeurs dans les pays du Nord parce que, bon voilà, il fait froid, donc on préfère programmer des jeux et des programmes... Voilà. Alors les méthodes de distribution, c'est les petites annonces dans les magasins, la presse. La duplication, le packaging se fait à la main. On envoie en VPC. Voilà. Et puis après, ce qui se passe, c'est que les premiers distributeurs, les premiers grossistes commencent à apparaître. D'ailleurs, souvent les développeurs de jeux à l'époque ne sont pas payés en monnaie. C'est-à-dire les grossistes et les distributeurs en fait leur filent du matériel, ou des disquettes vierges, ou des extensions mémoire, vous voyez, pour améliorer la productivité. Et ils sont contents, hein, ils sont contents. Ils en veulent toujours plus, les développeurs. Alors, très rapidement, quelques développeurs stars quand même de l'époque. Richard Garriott, qui était un gros fan de RPG, qui a créé notamment les Ultima pour sa série les plus connue. Et cette photo est géniale parce que là, il commence à vendre des jeux. Donc on voit qu'il a tous ses lecteurs de disquettes Apple II pour faire les duplications à la main. Il les envoie par la poste dans des sachets plastiques. Voilà, il fait tout le boulot, hein, de la concession du jeu à la vente. Jeff Minter, hein, qui est certainement un des plus vieux développeurs indépendants anglais, qui sort encore aujourd'hui des jeux sur iOS et Android. Ces jeux sont très hallucinants. Hein. Ça pète de partout, il y a des rasters, des trucs qui clignotent, qui explosent, des particules et surtout beaucoup de lamas et de chameaux. Il vit dans une ferme. Voilà quelques exemples de ces jeux. Voilà, et on a Trip Hawkins, qui est très important parce que Trip Hawkins, c'est un ancien d'Apple qui se dit « Oh, l'informatique sérieuse, c'est pas pour moi. Moi, je veux l'informatique créative, c'est mieux. » Et il va créer une boîte qui va éditer pas mal de jeunes auteurs. Là, on voit le développeur de Pinball Construction Kit, qui était un gros succès à l'époque, avec un éditeur de niveau. Il va créer une boîte qui s'appelle Electronic Arts, en 82, et qui... va complètement mettre les auteurs en avant comme si c'était des stars. Voilà. Au départ, il voulait appeler la boîte Electronic et Software Artists. Et ils vont sortir non seulement des jeux en mettant les auteurs en avant, mais aussi des outils de développement pour que les gens puissent créer des jeux plus facilement. Alors, un de leurs premiers gros succès que je vous conseille si vous vous intéressez aux jeux vidéo et au gameplay des jeux vidéo, c'est un jeu qui s'appelle Mule. Vous voyez, je vous ai mis les photos de la boîte qui en fait se présente, il y a des disquettes à l'intérieur comme en fait un 33 tours, un 45 tours avec des photos comme si c'était un groupe de musique, hein, vraiment le côté artiste mis en avant. Aux États-Unis, il y a... À cause du piratage téléphonique, il va y avoir beaucoup de serveurs qu'on appelle les BBS qui vont permettre la diffusion de software vraiment de masse.
Vous vous connectez, c'est comme vous vous connectez aujourd'hui sur un serveur FTP et vous avez des logiciels. Et Doom, par exemple, par la suite, va devenir un succès à cause de cette distribution en ligne bien avant que Internet arrive. Je vais finir avec un peu le Japon, où il y a des machines au niveau des ordinateurs qui sont un peu méconnues en Occident parce qu'elles ne sont jamais sorties du Japon. Alors ils ont démarré, contrairement à disons, les croyances communes, ils ont eu beaucoup de mal au départ, les Japonais, avec l'informatique. Ils avaient des machines beaucoup trop chères, trop adaptées au marché japonais et qui ne pouvaient pas se vendre à l'export. Et je vais finir pratiquement par ça, on est pratiquement à la fin, par le premier système de distribution automatique de jeux indépendants. Les Japonais adorent les machines automatiques. Et ils ont créé le Takeru, qu'on voit là, qui était fait pour les développeurs qui n'avaient pas le budget pour dupliquer et faire des boîtes. Et en fait, ça, c'était relié par une ligne numérique ISDN à un serveur central. Et tous les jours, c'était mis à jour. Et on venait avec nos disquettes vierges. Et on payait 1000, 2000, 3000 yens. On choisissait le jeu. Il imprimait la doc du jeu et il te sortait les disquettes. Et ces machines-là étaient implémentées un peu à côté des vidéoclubs ou des magasins de jeux. Et ça, c'est quelque chose qui est très méconnu en Occident, mais qui sera pompé par Nintendo par la suite. Sur le disque système, qui est le lecteur de disquettes de la Famicom. Mais qu'ils arrêteront très vite au Japon parce que piratage accessible et surtout, et ça n'a pas du tout plu à Nintendo, les Yakuza et autres boîtes pirates ont commencé à faire du jeu porno sur Famicom Disk System et Nintendo, ils ont pété un plomb, ils ont menacé tout le monde de mort et tout, et ils ont arrêté d'en produire. Ah non, mais c'était la guerre. Les Yakuza, ils venaient par groupe de deux, et avec des tables pliables et les jeux porno à vendre dans la rue, en pleine rue. Et le deuxième, l'acolyte, surveillait si la police n'arrivait pas. C'est un sujet où il ne faut pas parler à Nintendo du disque système et des jeux porno. Et je vais finir par une époque avec les 16 bits qui arrivent, qui va un peu préfigurer l'époque actuelle avec les moteurs comme Unity, Unreal et tous les outils de développement, c'est-à-dire les premiers logiciels pour créer du jeu sans être une bête en programmation. Parce qu'avant, pour faire du jeu vidéo, il fallait être une bête en assembleur, qui est quand même le langage de programmation le plus spécialisé, le plus difficile. Et vous vous imaginez pas, dans certains jeux vous aimez sur 8 et 16 bits, vous imaginez pas en fait le niveau de complexité et d'astuce des programmeurs qui bossaient à l'époque, qui est bien supérieur à la plupart des gros hits, des blockbusters qui sortent aujourd'hui. Et c'est la fin, jusqu'à ma prochaine version. Voilà, merci beaucoup.